Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous proposer mon top 5 des suites Disney, suites de classiques ou de grands classiques principalement. Je ne reviendrai pas sur les Disney Pixar parce que vous le savez pour ceux qui suivent cette chaîne, Pixar c'est pas ma came, vraiment. Mais c'est pas grave, il en faut pour tous les goûts. Allez, c'est parti. On commence en 5e position avec Le Secret de la Petite Sirène. Wouh! Non c'est bon, ne m'insultez pas s'il vous plaît, merci. Donc encore une fois on est sur un avis qui est ultra subjectif, d'accord? Alors, pourquoi j'aime ce film? Parce que j'adore déjà à la base tout ce qui touche à l'univers La Petite Sirène. J'adore ce monde sous-marin. J'adore les musiques issues de La Petite Sirène. Et vraiment, ce film-là, je ne pouvais que l'aimer, forcément. On va être sur l'opus qui va être le plus consacré à la musique, puisque le roi Triton va décider de bannir la musique du royaume. Donc forcément, il va se monter des clubs de musique clandestins, pardon. Et du coup, la musique va être plus que jamais au centre du récit. Alors là, excite Ursula, hein, je veux dire, on n'aura pas une méchante qui sera ultra emblématique. On est vraiment plus sur un film d'animation qui aura pour but de montrer davantage les valeurs familiales et en quoi la musique est un art qui doit exister. Donc bref, on est vraiment sur une suite, oui, qui ne méritait pas de sortir au cinéma. Elle n'a pas les qualités scénaristiques et même techniques, on va être honnête, pour sortir au cinéma. Malgré tout, j'aime tellement l'univers de La Petite Sirène, j'aime tellement l'univers de la musique des anciens Disney que tout ça réuni dans un même film qui est une suite en plus, forcément je ne pouvais que aimer et j'ai un attachement tout particulier à cette suite. Donc oui, j'aime beaucoup Le Secret de la Petite Sirène, c'est un film, une suite que j'adore regarder, notamment dans les fêtes de fin d'année ou quand j'ai pas le moral, parce que ça me remonte le moral clairement. C'est beaucoup plus léger que les deux premiers opus de La Petite Sirène, et vraiment c'est le petit film guimauve qui fait du bien, tu te prends pas à la tête, hormis les 5 premières minutes du film où on te montre comment la mère de Ariel est décédée. Oui, c'est Disney, hein, si t'as pas un meurtre par film, ça va pas. Mais sinon, oui, hormis ça, vraiment, le film, c'est une bouffée d'air frais, et qui vraiment fait du bien, donc j'ai vraiment un gros coup de cœur sur ce film depuis toujours, depuis que je l'ai découvert en fait. Donc voilà, Le Secret de la Petite Sirène, je le mets en 5e position. Et c'est comme ça! Allez, on enchaîne en 4e. Ça va être Le Sortilège de Cendrillon. Alors lui, pour le coup, c'est vraiment une suite qui est très souvent oubliée, j'ai remarqué. Les gens ne savent pas que ce film existe. Le Sortilège de Cendrillon pourrait être sous-titré Cendrillon 3. Alors en fait, oui, donc c'est la deuxième suite de Cendrillon, mais là on est vraiment sur un film qui je trouve fonctionne à tout pour fonctionner. On est vraiment sur le syndrome de la très bonne suite. On va réinventer l'histoire. Et si la méchante marraine, et si la méchante belle-mère avait eu accès à la baguette, mais forcément Cendrillon ne serait pas venu Cendrillon. Oui, forcément. Donc du coup là, ça va tout réécrire en fait. Et Cendrillon va du coup devoir tout réécrire pour que ça rentre dans l'ordre. Et forcément, c'est un film qui a été produit plus de 25 ans, même 30 ans après le premier. Donc forcément, depuis, la façon de réaliser a un petit peu évolué, on va dire. Donc c'est un film dans lequel il y a beaucoup d'action, il y a pas mal de romance. Bref, les personnages sont davantage creusés, je trouve, notamment les personnages des sœurs. Et franchement, ça a fait plaisir. On a une suite qui, du coup, va garder la psychologie initiale des personnages, va nous offrir malgré tout plus d'action, une psychologie encore une fois qui va être un peu plus poussée, et franchement on apprend à aimer des personnages qu'on avait détestés la première fois. Le Sortilège de Cendrillon, vraiment c'est une suite qui a clairement pas à rougir face à son aîné, je trouve. Et malheureusement, elle est trop souvent oubliée, les gens ne le savent pas. Regardez Le Sortilège de Cendrillon, vous allez vous régaler. Et franchement, vous verrez que vous direz, mais comme quoi Disney est capable de faire de très bonnes suites quand ils veulent. Franchement, Le Sortilège de Cendrillon, pour moi, c'est un très bon Disney. Et franchement, je le mets presque au niveau du premier. Pas exagéré non plus, mais vraiment pas loin derrière. On enchaîne avec la 3e position. En 3e position, ça va être Aladdin et le Roi des voleurs. Alors oui, Aladdin nous avait offert une première suite, Le Retour de Jafar. Comment dire? C'était pas trop ça quand même, hein, Le Retour de Jafar. Faut quand même rappeler que Le Retour de Jafar, c'était en fait les 3 premiers épisodes de la série animée Aladdin.
Donc c'était pas du tout un film à la base. C'est pour ça que cette première suite était autant douteuse, je dirais. Puis est venue la deuxième suite, Aladdin et le roi des voleurs. Et là, les gars se sont dit, et si on décrivait un vrai scénario, les gars? Et bien du coup, franchement, ça nous offre un super film d'animation. Alors, la qualité d'animation, oui, là, clairement, il n'y a même pas débat, elle est pourrie. Voilà, franchement, l'animation, elle est loupée. Mais au niveau de l'écriture, ramener le père d'Aladin, raconter l'histoire des 40 voleurs, vraiment, franchement, on est sur un récit qui est palpitant, je peux pas dire mieux. Ça nous emmène vraiment au fin fond du désert, avec toute cette histoire autour des 40 voleurs, du mariage de Aladin et Jasmine, du retour du père d'Aladin avec tous les conflits que ça peut emmener, forcément. Cette relation père-fils qui, franchement, c'est pas un secret quand on a vu les 2 premiers films. Elle est quand même très compliquée, mais surtout que Aladin pensait que son père était décédé, je crois. Hein. Donc franchement, ce roi des voleurs, pour moi, c'est un point d'orgue. Alors oui, parce qu'il faut savoir qu'à la base, ce film a été produit pour conclure la série Aladin et l'univers Aladin. Donc franchement, c'est une fin qui, à mon sens, est excellente pour l'univers Aladin. Vraiment, cette fin avec le mariage, le retour du père, bref, il y a tout qui fonctionne. On est sur une des meilleures aventures d'Aladin, c'est palpitant je trouve. Et franchement, on voyage, on se régale, on rigole. Aladin et le roi des voleurs, je trouve, arrivent à gommer quasi toutes les erreurs qui ont été commises par la série et par le deuxième film. Donc franchement, je vous encourage à le voir si ce n'est pas fait. Et je pense que tous ceux qui ont ma tranche d'âge et qui ont forcément du coup vu ce film dans les années 90, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je sais qu'il a une vraie cote de sympathie, celui-ci, vraiment. Voilà, c'est une suite que beaucoup adorent généralement. Donc, parlez-moi, n'hésitez pas. Aladdin, le roi des voleurs, je l'ai mis en 3e position, parce que vraiment, voilà, on est sur une très bonne suite Disney qui fait le taf et qui apprend des erreurs de ses précédents. Bref, Aladdin, roi des voleurs, 3e position. En 2e position, Pocahontas, un monde nouveau. Alors, celui-là, il est souvent détesté, décrié. Mais alors, déjà, moi, je l'adore pour une simple et bonne raison. Et celle-là, pour le coup, personne ne l'évoque jamais. Mais pardonnez-moi, mais Pocahontas 2, c'est quand même un des films Disney issu d'une histoire vraie et qui, pour le coup, va nous raconter l'histoire vraie, quasi réellement telle qu'elle s'est passée. Là, la seule chose qui va réellement changer, c'est que pour Pocahontas, elle meurt pas à la fin, vu que c'est pour les enfants. Mais sinon, oui, la vraie histoire de Pocahontas, c'est ça. Je suis désolé, c'est ce qui se passe dans ce 2e film. Et je vous encourage à regarder le chef-d'œuvre de Terrence Malick intitulé Le Nouveau Monde, qui raconte la véritable histoire donc, de la conquête du Nouveau Monde et de Pocahontas. Et oui, Pocahontas, donc dans ce 2e film d'animation, va partir en Angleterre pour représenter le droit des Indiens. Et elle va rencontrer un autre John Smith avec qui elle va finir en couple. Et c'est comme ça que ça s'est passé dans la réalité. Et du coup, beaucoup ont détesté ce 2e film d'animation, alors que pourtant, il ne fait que montrer ce qui s'est réellement passé, contrairement au premier Pocahontas, qui était beaucoup plus éloigné de la réalité quand même. Donc, je suis désolé, mais cette suite-là, déjà, elle a une importance historique. Et ça, on n'en parle pas assez, et je suis désolé, ça pour moi, il n'y a même pas de débat possible. Il suffit de regarder la vraie histoire, c'est ça, point, il n'y a pas de débat. Côté animation, on va pas se mentir. Oui, côté animation, on est vraiment sur les travers des suites Disney, à savoir une animation qui est un peu au rabais, clairement. Scénaristiquement parlant, il y a beaucoup de raccourcis, le film est très court, ça aurait mérité d'avoir un peu plus de scènes, histoire de rendre le tout un peu moins poussif et un petit peu moins rapide dans son action, plutôt dans son déroulement. Et clairement, oui, il va manquer toute la poésie de ce premier Pocahontas. Mais là, ici, on sent clairement qu'on est sur une volonté de, voilà, entre guillemets, de répondre aux critiques du premier film qui avait dit l'histoire de Pocahontas, elle a quand même sacrément été romancée, c'était pas comme ça. On sent vraiment voilà, que ce 2e film d'animation est là pour un petit peu reposer l'église au milieu du village, en montrant un petit peu, mais vous voyez, on peut raconter la réalité des choses tout en romançant un petit peu parce que c'est pour les enfants. Et pour moi, c'est la définition même de ce 2e Pocahontas, un monde nouveau. C'est une franche réussite parce qu'il permet de recadrer la réalité tout en n'oubliant pas ce qu'il est, à savoir un film pour enfants. Pocahontas de Un Monde Nouveau, je le mets en 2e position et vraiment je l'adore.
un petit peu aussi parce que j'ai adoré le Nouveau Monde de Terrence Malick. En première position, ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur mes 5 films Disney préférés. Comment vous n'avez pas vu cette vidéo? Allez, il faut aller la voir de suite. Hein. Mais ceux qui l'ont vu, ben forcément, vous allez savoir qui est en première position. La Belle et la Bête de Le Noël Enchanté. Et là, j'en vois déjà m'insulter en commentaire. Mais c'est pas grave. Pour moi, les Disney, c'est vraiment définition de Noël. Vraiment. Donc forcément, La Belle et la Bête, j'ai adoré. Donc si en plus ils font une suite qui se passe à Noël, mais comment veux-tu que je n'adore pas? Oui, l'animation est vachement moins bien faite que dans le premier film. Mais en même temps, c'est la définition même des suites Disney, avoir une animation pourrie. Donc là, encore, c'est une des suites Disney dont les animations sont le moins pourries pour le coup. Donc franchement, ça va. On est sur un Midkel. Je rappelle ce qu'est un Midkel. Un Midkel, c'est une histoire qui se passe pendant une période donnée dans le premier récit. Dans le premier La Belle et la Bête, à un moment donné, la période de Noël est évoquée, mais très vite on la passe. Et bien là, cette fois-ci, on va focus sur cette période de Noël, nous montrer ce qui s'est passé et pourquoi on a passé aussi rapidement là-dessus dans le premier film. Et franchement, c'est magnifique. On a une superbe histoire, ben, encore une fois, entre la Belle et la Bête. On a de nouveaux objets qui viennent se greffer. Et franchement, voilà, on retrouve, je trouve, la poésie du premier. On ne retrouve pas toute cette romance forcément, mais on retrouve au moins la poésie. Et c'est déjà ça de prix. Donc, on va pas cracher dessus. La magie de Noël fait vraiment effet. Je trouve on est sur le meilleur Disney qui nous conte Noël. Vraiment, c'est omniprésent, hein, Noël. Si t'aimes pas Noël, n'aura pas ce film, hein, vraiment. Mais Noël est omniprésent au sein de ce récit et ça fait plaisir. La Belle, justement, elle a des doutes. Il y a quand même beaucoup d'action. Ce méchant, à savoir... Parce que oui, dit comme ça sur le papier, quand tu dis que le méchant de La Belle et la Bête 2, c'est un piano, un orgue, pardon, c'est pas pareil. Tu te dis, what? Oui, c'est un orgue maléfique. Voilà. Donc, mais malgré tout, on est sur un méchant qui, je trouve, a du charisme. Il a un sacré background. Et franchement, il en impose. C'était assez burné de faire ça, je trouve. Dire le méchant, ça va être un orgue avec des yeux et un nez. Tu vois, c'est... Et en fait, quand tu le vois, mais ça fonctionne. C'est franchement, on est vraiment sur le Disney de Noël qui coche toutes les cases. Ça, on reprend un univers que tu connais, on va le sublimer, on va remettre une dose de poésie, on va rajouter un méchant un peu what the fuck et ça fonctionne. Je peux pas dire mieux. La Belle et la Bête 2, c'est ma suite Disney préférée parce que c'est la magie de Noël tout simplement. Et donc oui, encore une fois, on est sur un avis ultra subjectif et je l'assume. Donc bref, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce top 5. N'hésite pas à me dire quel est ton top 5, ce que tu penses des films que moi j'ai présentés également. N'hésite pas à liker si tu as aimé. N'hésite pas à commenter, dans la bienveillance bien entendu. Je sais que Disney ça peut être un sujet un petit peu sensible. Bref, n'hésite pas à partager si tu as aimé également, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, moi je te dis à plus.